Aujourd'hui, je vais te parler d'atypisme et de comment gérer ça quand on est maman. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler atypisme et un petit peu euh, comment, quand on est maman, gérer ça. Déjà, l'atypisme, il y a, on va dire, deux chemins possibles de l'aborder. Le premier, ça va être automatiquement des enfants qu'on va appeler neuroatypiques. Donc, ils vont avoir un fonctionnement cérébral différent, des connexions, des câblages complètement différents. Cela passe pour une identification, ça n'existe pas. Ça passe par des bilans, notamment neuropsy, etc., pour évaluer justement le neuroatypisme. Et selon ouvrir certains droits et surtout comprendre le fonctionnement. Donc il y a ce côté-là. Il y a l'autre atypisme où ce n'est pas neurologique, ce n'est pas un câblage différent. On se sent juste complètement différent, où on se retrouve pas dans la société, où on se retrouve pas dans sa famille, on a un petit peu ce mouton noir, etc. Voire on a un mode de vie, on va dire, atypique, etc. Moi, ma vision de l'atypisme, c'est les deux. Euh, Parce que je vis avec le neuroatypisme, mais se sentir atypique, avoir des enfants atypiques, ce n'est pas uniquement le neuroatypisme. Et moi, c'est vraiment de rassembler un petit peu ce côté-là. Ça l'inclut, et j'en parlerai. Euh, mais ce n'est pas pour moi uniquement ça, en tout cas la manière dont je le vis, la manière dont j'ai envie d'en parler. Donc, un enfant atypique, ça peut être un enfant qui justement ne va pas rentrer dans ces fameuses cases. Qu'il y ait un trouble du neurodéveloppement, qu'il y ait une particularité quelle qu'elle soit, un handicap physique, moteur, mental, intellectuel, il y a plein de choses qui sont variées. Mais il y a aussi tout simplement les enfants qui, au niveau évaluation, il n'y a pas d'explication particulière. Mais c'est un enfant qui bouge peut-être plus, qui supporte pas de rester en cours, qui, hum, qui a envie d'autre chose, qui fonctionne de manière ou qui apprend d'une manière complètement différente. Il y a plein de choses. Et selon l'âge, bien sûr, des enfants, ça s'affine et ça s'affirme encore plus, notamment l'adolescence, notamment déjà collège, lycée. Voilà, on est sur complètement des choses où des enfants qui veulent plus aller en cours, etc. Moi, c'est vraiment ce côté-là dont j'ai envie de parler. En tant que parent, la génération actuelle, euh, je vais rembobiner. J'ai été à une réunion, justement, pour les enfants qui ne sont pas dans les cases, donc qui ont des PAP, PAI, etc. Des protocoles d'accueil individualisés. Et la salle était pleine de parents. C'était impressionnant. Voilà, sur un petit lycée. Euh, donc c'était, voilà, je trouve très représentatif actuellement qu'il y en a de plus en plus. Avoir un enfant atypique aujourd'hui, on va te dire, on comprend. On est là. On connaît. Voilà, dans les messages que j'ai eus. Mais alors, si vous pouviez vous débrouiller, ça nous arrangerait. Moi, j'ai dû découvrir, petit à petit, absolument tout. Je n'ai pas trouvé un seul interlocuteur qui me donnait toutes les informations. Donc j'étais piochée, et je découvrais au fur et à mesure de nouvelles choses. En étant folle, quand le premier interlocuteur, qui potentiellement avait une partie de ces informations, ne les ait pas transmises. Au collège comme au lycée, il n'y a, en tout cas moi, ceux de mes enfants, il n'y avait aucun protocole, procédure, mise en place ou créée. Moi, ça m'a... Voilà. On connaît, on en a plein dans la situation de vos enfants, mais il n'y a pas de procédure type. Tout simplement il faut contacter telle personne,
parce qu'après ça fonctionne s'il a avant 16 ans, après 16 ans. Ça passe par, le médecin de l'académie, donc le médecin scolaire, qui est seul habilité à, notamment déscolariser en totalité, un enfant, qui peut mettre en place le PAI et cetera. Ça Il y a plein d'interlocuteurs importants à connaître. Hem, il y a un référent au potentiel dans les établissements, un enseignant référent. Je l'ai découvert complètement par hasard, par la psychologue d'un de mes enfants. Donc voilà, il y a plein d'informations. Moi, j'ai écrit un article de blog sur la phobie scolaire. Ça traite particulièrement de cet aspect-là, le côté d'avoir cette anxiété à aller en cours, qui rentre dans ce côté justement complètement atypique. Et où j'ai essayé de clarifier et de hiérarchiser un petit peu les étapes et ce qu'apportait chacun, pour y voir plus clair là-dedans. Donc le premier conseil, ça serait: oui, tu as l'impression de te noyer, mais ce n'est pas une fatalité. Il existe quand même des personnes qui ont beaucoup d'informations. Il faut parfois les chercher longtemps, mais on les trouve. Et que au fur et à mesure, ça s'éclaircit. C'est-à-dire qu'on passe par une phase de jugement en plus, hem, de qu'est-ce que j'ai fait moi, la responsabilité du parent dans le truc, la responsabilité qu'on va se mettre aussi soi. Donc déjà, c'est d'arrêter. Son enfant, il peut être, différent. Il y a des même très jeunes enfants qui vont être, plus excités que d'autres. Heu, Moi, j'ai mon petit dernier, de temps en temps, tu sais pas pourquoi, il va se mettre à sauter partout et à crier, quoi. Et je le regarde, il fait pas ça d'habitude. Donc bien sûr qu'il y a toujours ce regard de l'autre. L'éducation, tu n'as pas bien éduqué ton enfant. Bien sûr que moi j'ai le droit à phobie scolaire, c'est bon, hein? Il va en cours et puis, comme on faisait nous. Voilà, donc ça aussi, on a le droit à toutes les sauces. Donc déjà, c'est d'arrêter de culpabiliser, de se culpabiliser soi-même, bien sûr, hein, et d'accepter qu'on nous culpabilise. Aujourd'hui, mon enfant ne rentre pas dans cette case-là. Alors bien sûr, est-ce que je suis convaincue que le système scolaire est complètement obsolète? Oui. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai les moyens de changer et de tout révolutionner? Non. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, j'accepte que, parfois, a pu en fait être cette bonne élève. De les enfants doivent faire leurs devoirs, doivent aller en cours tous les jours, et cetera. C'est de déjà rentrer en dialogue avec eux. De quoi ils ont besoin aujourd'hui? Tout en gardant ce cadre et ce fil conducteur. Moi, je sers à ça. Et je les laisse naviguer au milieu. C'est réussir à se dire ça, bah, c'est pas grave. Ça, il y a pas été, il a pas été machin, il a pas fait ça comme c'est pas grave. Voilà, c'est de relativiser là-dessus. Tous nos enfants sont intelligents. Tous nos enfants ne sont pas scolaires. Est-ce que c'est si grave que ça? Je ne pense pas. Alors bien sûr, ça déconditionne beaucoup de choses. Moi, c'est la première année où la même semaine, j'ai dû aller chercher 2 bulletins. J'étais pas en mode, relax, ça va durer 2 minutes, ils vont me dire: «Tout va bien», je prends le bulletin et je m'en vais. Voilà, j'arrive avec ma grosse pancarte en disant: «Bonjour, je suis la maman de» et voilà, c'est moi! Mais c'est OK. Mais j'y allais avec cet alignement de: je vais pas ni me laisser culpabiliser, ce qui n'a pas été le cas, pour le coup. Ils ont tous été hyper bienveillants, ni me flageller, ni m'excuser, ni, voilà, juste de dire: «Moi, il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses sur lesquelles je suis dépassée. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, je n'ai pas de visibilité». C'est accepter de pas avoir tout le temps de la visibilité aussi. Et c'est garder son énergie aussi, mais conserver aussi son énergie pour soi. Moi, quand je tire trop sur cette corde,
C'est exactement comme, dans l'avion, on te dit: «Tu dois mettre d'abord toi ton oxygène et après tu le mets à ton enfant». Alors il y a un côté un peu contre nature naturel, je comprends tout à fait, mais en même temps c'est vrai. Moi si je suis clouée, au fond du lit, je ne peux pas soutenir mes enfants. Donc j'accepte de prendre du temps pour moi. J'accepte aussi qu'il y a des moments, bah, je ne suis pas disponible. J'accepte aussi de, par moments, les responsabiliser quand c'est possible. D'alterner entre bienveillance, écoute et à la fois, je te lâche pas et à la fois, on y va ensemble. Je sais pas où, mais on y va. C'est d'accepter aussi qu'il n'existe pas qu'un seul chemin. L'école et il n'y a pas qu'un seul chemin pour amener à un travail. Il faut faire telle étude, telle option, telle spé. Moi, je l'ai entendu. «Ah! Faut que je fasse telle spé, tel machin pour pouvoir atteindre et rentrer dans». C'est pas une vérité absolue. Ça peut être vrai dans certaines choses. C'est comme tout, mais je ne pense pas qu'il faille en faire une généralité. La génération de nos enfants, ils sont beaucoup plus atypiques et je trouve beaucoup plus atypiques que nous, si je devais comparer. Hem, Ils sortent beaucoup plus des cases et ils s'en fichent un peu de les péter. Avec ses avantages et ses inconvénients. Dans les inconvénients, c'est que du coup, ça ouvre le champ des possibles de qui je suis, encore plus. Et du coup, ils se posent encore plus de questions. Et ils cherchent encore plus de motivation. C'est aussi montrer l'exemple. Moi, je ne peux pas leur demander et les accompagner pour qu'ils trouvent du sens à leur vie, à tout ça, et qu'ils arrivent à transformer tout ce qu'ils vivent. Si moi, je suis en mode métro, boulot, dodo et que j'ai à peine le temps de respirer. Donc, c'est aussi prendre soin de soi. C'est recréer un autre dialogue. C'est aussi intégrer que rien n'est définitif. Rien n'est écrit dans le marbre. Aujourd'hui, il y en a un qui est comme ça, mais ça ne veut pas dire que, parce que ton enfant a un bulletin scolaire, entre guillemets, «catastrophique» d'après certains critères, en tout cas, qu'il va foirer sa vie. C'est l'encourager dans ses différences aussi. Alors attention, c'est toujours un jeu d'équilibre. Il y a pas une seule méthode, mais c'est de l'accompagner à croire en ses capacités. Alors moi, bien sûr, j'utilise des outils de connaissance de soi que j'utilise dans mon business, comme par exemple Human Design, donc je m'adresse pas à chacun de la même manière, au même moment, avec les mêmes objectifs. Mais en tout cas, je sais que l'un comme l'autre, ils ont besoin d'avoir une structure et moi, je leur apporte ça. Sauf que ma structure, elle a volé en éclats. Des choses que je pensais importantes, aujourd'hui, ne le sont plus du tout. Parce que c'est: «OK, on ouvre, il y a ce cadre-là, on peut en créer d'autres, on peut tout métamorphoser, mais je suis là pour quand même garder un cap, pour pas laisser complètement sombrer non plus, pour pas accepter qu'ils se sentent différents et cetera». C'est la première fois de ma vie où j'ai osé très clairement répondre à un professeur à chaud, sachant que mon autorité émotionnelle en human design me le déconseille très fortement, parce que je suis très dans l'émotion. Et là, je me suis permise, hem, en posant chaque mot, mais de refuser certains propos qui étaient tenus. Et le professeur derrière s'est excusé, parce que peut-être lui-même aussi avait répondu, peut-être à chaud aussi. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'était un jour où il était pas bien, peu importe. Maintenant, je n'accepte plus qu'on me dise: «Tu devrais faire ça avec tes enfants. Tu devrais faire comme ci» ou «il faudrait».
J'accepte que je ne sais pas, que je ne sais pas ce qui est bon pour eux aujourd'hui, que demain ça peut changer, que je doute, que j'ai pas de solution concrète, là, tout de suite, mais qu'on avance et qu'on va avancer et que on réajuste à chaque fois et tous les jours et que c'est OK. C'est aussi se faire confiance de ce qu'on sent qui est bon pour son enfant. Moi, il y en a un à qui on a voulu, prescrire des antidépresseurs, le plus jeune. J'ai regardé, ça a tellement tiré dans mon corps que je dis: «Non, si un jour on avisera», parce que je ne suis absolument pas contre un traitement médicamental. Parce qu'il y a des moments où c'est nécessaire pour pouvoir réenclencher quelque chose ou apaiser une douleur ou une souffrance ou un sentiment. Mais pour moi, c'est un tremplin. C'est pas pour que ce soit une béquille toute sa vie. Et d'écouter et de dire: «Non, on va trouver d'autres choses. On va mettre en place d'autres choses». C'est me reconnecter aussi à mes sens, à mon pif de maman et dire: «Bon, je connais mes enfants aussi. Qu'est-ce que je pense? Quelle idée j'ai? Comment je peux?» Et c'est vraiment en revenant aussi à soi, en cette confiance. Parce que parfois, du moment qu'on a un enfant justement, dit atypique, on est tellement happé par tout et par tout ce qu'on découvre et tout ce qu'il y a à faire, qu'on prend plus le temps de se poser, de dire: «Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? De quoi j'ai envie?» Et après d'aller établir aussi le dialogue avec son enfant. Parce qu'il a aussi besoin de ça. Et que quelque part, c'est en prenant soin de moi que je prends aussi soin d'eux. Et que c'est vraiment, je redis, ce temps de pause. Dans ce brouhaha, dans ce cyclone, de se dire: «OK, là, je me pose, je reviens à moi et je me fais confiance aussi». Parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Il n'y a pas qu'une seule ligne, il n'y a pas qu'un seul chemin. On est tous différents. On fait tous comme on peut et on avance pas à pas. Et je pense que c'est ça le principal message. On avance pas à pas, comme on peut. J'espère que, voilà, ce partage t'a parlé. N'hésite pas, si tu veux, commenter, si tu partages, voilà, des choses similaires ou différentes ou, voilà, ce sera avec, grand plaisir et puis, bah, à bientôt pour une autre vidéo.